Bien, merci. On continue nos travaux ensemble. Oui. Donc, Nicolas va nous faire partager une réflexion et les travaux qu'il a menés sur la République de Weimar. Et il va nous montrer que l'histoire, des fois, a des prémices et voire des réplications, entre guillemets, peut-être pas sous la même forme, mais je l'espère. En tout cas, sur la question la prise d'initiative d'un référendum d'initiative citoyenne qui a déjà été utilisé dans cette période de notre histoire, c'est au début du XXe siècle, ce qui était assez étonnant. Alors après, je ne rentre pas dans les détails sur la manière dont ça s'est mal terminé, je dirais, pour la République de Weimar et pour y compris l'Europe tout entière et le monde. Mais je passe la parole à Nicolas. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation, hein, vraiment, et ça fait plaisir de vous retrouver. En sachant que voilà, mais ce dont je vais vous parler, c'est quand même moins actuel encore que ce qu'on a entendu jusqu'ici. Et donc, on va essayer d'éviter une double erreur, c'est-à-dire que la première, ce serait de s'ennuyer, mais ça, j'espère que ça va pas être le cas. Et la deuxième, ce serait de considérer que ce dont je vais vous parler, c'est directement applicable aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment pas le cas. Comment dire, souvent, on a des comparaisons. Hop, je regarde juste là, j'en profite pour appuyer. euh, Hop. Et souvent, on a des comparaisons qui aujourd'hui nous donnent l'impression que le Front National, c'est des nazis, que on est aux portes de quelque chose. Et souvent, moi, ma réponse est très simple. On n'est pas dans le même ordre de crise économique du tout, vraiment. Et puis, on n'a pas des millions d'anciens combattants. On ne sort pas d'une guerre mondiale. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire attention. Mais ça, on verra pendant les questions. Mais je considère qu'il y a un zeitgeist, un état d'esprit qui se ressemble. La petite bourgeoisie se regarde en décadence et projette cette décadence comme si elle concernait tout le système, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, il faut faire attention à cette comparaison. En revanche, là où j'espère que ça vous sera utile, c'est que, c'est bon, s'il y en a un qui reste, c'est bien. Là où ça vous sera utile, c'est que même si cette comparaison n'est pas fondée pour moi, elle est faite en permanence dans les médias. Et vous entendez parler de Weimar, vous entendez parler du vote Hitler, etc. en permanence sur les réseaux sociaux, et souvent avec beaucoup de bêtises. Donc là, je sais que vous savez déjà beaucoup de choses sur ça, mais au-delà de la question du référendum d'initiative citoyenne, je vais aussi vous parler d'un certain nombre de choses qui sont très précises et peu connues. Qui a voté pour Hitler? Est-ce que c'est les ouvriers, etc. pour que tout ça soit bien mis à jour pour vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire pour vous, c'est-à-dire de dire, OK, vous repartez de ma demi-heure de parole, en vous ayant pas trop ennuyé, j'espère, mais surtout en étant capable d'être vraiment au point sur, voilà, qui a voté pour Hitler, comment il est arrivé au pouvoir, et ça, c'est des choses qui, en fait, sont pas du tout traduites en français, donc c'est l'objectif d'aujourd'hui. Alors, plan basique en trois parties. D'abord, la perception générale de Weimar, et vous allez, en tant que régime politique, et vous allez voir que c'est des choses qui peuvent nous faire réfléchir pour aujourd'hui, y compris par exemple pour le 49.3, parce qu'il existe un 49.3 weimarien qui est l'article 48, puis d'autres questions qui ont été classiques, la question de la proportionnelle intégrale, la question de l'émiettement des partis politiques. Ensuite, s'intéressera justement à cette politique de la démocratie directe sur laquelle je vais vraiment insister. Et puis, je terminerai en étant peut-être plus rapide et plus direct sur comment les nazis ont pris le pouvoir dans ce cadre-là, avec la question du vote. Et comme ça, vous aurez les éléments. Alors, d'abord, une démocratie trop moderne, et donc sur les aspects constitutionnels, mais bon, en tout cas sur ceux qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. La démocratie de Weimar, qui, bon, ça j'ai pas besoin de vous le rappeler, qui naît d'une révolution, une révolution par en bas, aussi effective, aussi efficace que la révolution bolchevique, mais qui prend d'autres chemins. Cette révolution-là, elle met en place une nouvelle république, celle de Friedrich Ebert et de Philipp Scheidemann, qui vont voter une constitution via le Parlement, l'Assemblée constituante du 19 janvier 1919. La constitution du 11 août 1919, elle met en place un certain nombre de choses, mais alors qui pour nous, Français, est complètement bizarre. Je rentre ensuite dans le détail, mais on a en même temps un régime purement parlementaire, avec une proportionnelle intégrale, sur laquelle je vais venir, un régime qui met en place une démocratie directe avec référendum d'initiative citoyenne et référendum tout court, c'est un peu différent, mais je vous expliquerai pourquoi. Et en même temps, une république
qui ressemble beaucoup à notre 5e République française, puisque le président de la République est élu par le peuple démocratiquement et représente un pouvoir concurrent à celui du Parlement. Et c'est ça, sur ça que je vais insister en petit 1, c'est effectivement cet article 48. Donc, la République de Weimar, elle est, je le répète, elle élit un Reichstag, l'Assemblée nationale, par le droit de vote des hommes et des femmes, bien avant la France. Le droit de vote des jeunes est abaissé de 25 à 21 ans. Et elle élit donc ce Parlement. Alors, j'y reviendrai après. C'est un scrutin de liste à un tour, géré par des partis politiques. Dans le même temps, je viens de le dire, elle élit un président de la République qui a des pouvoirs assez nombreux, celui de dissoudre le Parlement. Ce Parlement a un contre-pouvoir qui est de faire un vote de défiance ou de confiance au gouvernement qui a été accepté par le dit président. Donc il y a un équilibre des puissances, mais il n'y a pas un total équilibre. Et là, il faut retenir que le père de la Constitution, c'est Theodor Heuss, aidé par un Max Weber, qui est très très loin d'être quelqu'un qui n'a pas un certain nombre de réflexes autoritaires, hein, Max Weber, le grand sociologue, mais qui dit, attention, cette République, elle doit quand même avoir, elle doit quand même pas trop faire rupture avec la monarchie qui précède, il faut garder de l'autorité, il faut garder un homme fort, et donc elle donne au président de la République un pouvoir supplémentaire qui est cet article 48. L'article 48, c'est quoi? C'est la possibilité, quand le Reichstag est considéré comme devenu inopérant, d'opérer par Verordnungen, c'est-à-dire par décret-loi. Et alors, ce qui est intéressant, là, on rentre dans le détail, c'est que si vous connaissez sûrement le décret-loi, en sachant qu'à la fin de la République, quand les nazis commencent à faire un bon score, le président commence à utiliser beaucoup, Hindenburg commence à utiliser beaucoup ces décrets-lois, et qu'en fait, de fait, la République est morte bien avant que les nazis prennent le pouvoir. Alors, si on regarde les chiffres dans le détail, et vous les avez derrière, en réalité, là, c'est le nombre de décrets-lois faits entre 1919 et 1933. Alors, j'aurais pu vous assommer de chiffres avec le rapport entre loi et décret-loi. Ce serait intéressant parce que ça montrerait que, oui, par exemple, Friedrich Ebert, premier président de la République, socialiste, prolétaire, entre 1919 et 1925, il a pas mal utilisé les décrets-lois, on le voit. Mais dans un contexte de crise terrible, et où en fait, si on rapporte, notamment 23, l'hyperinflation, si on rapporte le nombre de décrets-lois au nombre de lois, en réalité, on est à un ratio assez faible, hein, c'est-à-dire qu'on ne dépasse jamais 5-6 dans ce ratio-là. C'est-à-dire que, bon, en fait, Ebert utilise pas mal de décrets-lois, mais parce qu'il est dans un contexte de crise, et donc il y a beaucoup de lois, beaucoup de décrets-lois. Par contre, on voit à partir de 1930, là, le régime qui s'écroule de facto dans une pratique autoritaire, où là, les décrets-lois augmentent beaucoup, et si on le compare de manière plus précise, les lois d'un côté en bleu clair, Gesetz, et ces décrets-lois par ailleurs, on voit que à partir de 1930, le régime, clairement, est rentré dans un tour autoritaire. Il est vidé de sa substance, et là, alors là, évidemment, je vais me permettre un paternalisme, c'est rigolo. Vous êtes de grands garçons et de grandes filles. Par rapport à la situation actuelle, je ne suis pas apte à faire la comparaison, mais on voit bien que l'utilisation répétée du 49.3 et évidemment pour une loi aussi importante que la réforme des retraites, qui, bon, vous l'avez suivi, a été mis à l'alinéa 25, bien obscur, d'un cheval de Troie législatif, bah, on voit que ça prépare pas nécessairement l'arrivée des nazis au pouvoir, mais en tout cas, ça affaiblit très fortement la République dans son processus législatif. Et bon, là, il faudrait rentrer dans le détail, mais en fait, l'affaiblissement commence avant la première victoire des nazis. La première victoire électorale des nazis, c'est le 14 septembre 1930. Et c'est dès avant, dès mars 30, dès le moment où Heinrich Brüning arrive au pouvoir, que ces décrets-lois commencent à être utilisés. Donc, on voit que tout ça affaiblit, en fait, la pratique autoritaire du pouvoir affaiblit les choses, et c'est un des problèmes de cette constitution weimarienne. J'avance. La deuxième chose qu'on a reproché à Weimar, et bon, ça c'est très intéressant dans les débats actuels, et ça a plutôt été reproché par le camp conservateur. Le deuxième reproche important qui est fait à Weimar, c'est sa proportionnelle intégrale. Alors là, bon, vous me dites, hein, moi je vais vous dire des choses précises, donc je suis précis, hein, mais voilà, je rentre dans du détail qu'aujourd'hui peu de gens connaissent. Comment fonctionne cette proportionnelle? Le système weimarien, c'est une photographie absolue du vote tel qu'il est fait. C'est une démocratie, je viendrai à la démocratie directe après, mais dans la démocratie représentative, c'est une mécanique assez huilée, dans le sens où une circonscription sous Weimar, c'est un député égale 60 000 voix.
Mais quand il y a un peu plus dans telle ou telle circonscription du fait des Länder, etc., ces voix-là sont agrégées. Alors, je vous ai mis des documents pour qu'on soit dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle Reichswahlvorschlag, c'est-à-dire des propositions de vote à l'échelle nationale. C'est-à-dire que quand ça dépasse des 60 000, les voix sont réagrégées à l'échelle nationale dans des candidats et des listes spécifiques. Donc, en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que chaque voix est comptabilisée et que les partis sont en mesure de vraiment d'avoir une représentation totale dans chaque circonscription et il n'y a pas une perte. Alors, je vous l'ai dit, c'est un scrutin de liste enfin, pardon, un scrutin de liste, comment dire, à un tour. Et ça a été beaucoup critiqué. Alors, le camp conservateur, je parle des historiens en général, a dit, bah, vous voyez, c'est pour ça que Weimar a échoué. C'est parce qu'il y avait la proportionnelle, parce qu'il n'y avait pas, il y avait une représentation trop intégrale, et ça, je vais le montrer après, il y a eu un émiettement des partis politiques, mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est ça qui a fait le désastre? Bon, moi, ma réponse est plutôt non, hein, mais ça, c'est la réponse du citoyen actuel. La réponse de l'historien, bah, elle consiste à dire que dans un pays où à l'époque il y a 2 tiers de protestants, 1 tiers de catholiques, une lutte des classes extrêmement forte, un patronat totalement désinhibé qui veut détruire le compromis social de 1918, notamment la loi Leguien-Stins, etc., sur les heures de travail. Bah, tout ça, effectivement, plus un régionalisme très puissant, ça a abouti à un émiettement. Un émiettement. Mais ce n'est pas la proportionnelle intégrale qui fait ça. Vous allez voir que le succès des nazis, il n'est pas du tout lié à la proportionnelle intégrale. C'est la culture politique de l'époque qui aboutit à ça plus que la proportionnelle intégrale. Bon, en tout cas, ça fonctionnait comme ça à l'époque. Et pendant longtemps, bon, pour le dire vite, la RFA s'est gargarisée du fait que Bonn n'était pas Weimar parce qu'ils avaient changé ce système-là. Mais ben, c'est pas un constat si facile à faire que ça. Dernier élément, l'émiettement des partis politiques. Alors là, il nous faudrait 3 heures où je vous expliquerai ce que c'est que le parti hanovérien, le parti de l'économie, le parti des classes moyennes, parce que tout ça, c'est des partis qui existaient. Alors, je vous donne un exemple. 1924, on est face au champ politique stabilisé de l'Allemagne de l'époque. Alors, je pense qu'il y a des choses que vous connaissez, donc je vais aller assez vite. Je commence par la gauche, le Parti communiste allemand, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, assassiné, puis Ernst Thälmann, etc. 12%. Le Parti social-démocrate, je laisse l'USPD de côté, il a disparu. Le Parti social-démocrate, le plus grand parti révolutionnaire de l'avant-guerre, etc. Les libéraux de gauche. Alors déjà, on voit un peu ce problème allemand, qui est qu'il n'y a pas de parti libéral unifié. Il y a les libéraux de gauche, le DDP, les libéraux de droite, le DVP, qui n'ont pas grand-chose à se dire, hein. Au milieu, le catholicisme allemand, le Zentrum, le catholicisme bavarois, le BVP, et puis le grand parti à retenir d'extrême droite, le DNVP, antisémite, monarchiste, anti-républicain, et puis à droite, vraiment, les nazis qui pointent leur nez. Donc, on voit quoi? On voit le camp de la gauche divisé, certes, le camp libéral divisé, certes, les conservateurs, et puis le catholicisme allemand. Alors, on voit que déjà, par rapport au côté français, ça nous surprend parce qu'on est habitué à... Bon, à l'époque, c'est quand même... attention, hein, à l'époque, c'est 40 gouvernements en France entre 1920 et 1940, mais bon, bloc des cartels des gauches, bloc national, on est habitué un peu à nos regroupements. Bon, jusqu'ici, c'est émietté, mais il y a moyen de faire des coalitions. Si on regarde 1928, là, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on voit que en plus de ces partis-là, vous avez une explosion de la droite et de l'extrême droite allemande qui est complexe, hein. Alors, je vous le lis dans l'ordre à partir de ce bulletin de vote. Le Reichspartei der Deutschen Mittelstand, c'est-à-dire le parti de l'économie, le parti impérial de la classe moyenne allemande. Ça, c'est un parti très compliqué. Bon, un des tenants, c'est Victor Brett, qui est un ancien combattant. Et c'est en fait une sorte de parti libéral de droite, mais qui essaye d'agglomérer des anciens combattants. Vous avez le NSDAP, mouvement hitlérien, le Parti des paysans allemands, le Bloc Völkisch National, le Parti chrétien national des paysans et de la paysannerie. Vous avez le Volksrechtspartei, donc parti du droit du peuple, le Parti évangélique, le Deutsche... Enfin, vous voyez, je m'arrête là, mais effectivement, là, on voit un peu le problème de cet émiettement des partis qui est lié à la proportionnelle intégrale, mais qui est surtout lié à la décomposition du monde agricole et rural allemand que le DNVP, ce grand parti d'extrême droite, n'est plus capable de contenir. Et c'est très important pour la suite. Bon, voilà, je m'arrête là. Voilà un peu pour ce grand 1, les reproches qu'on a pu faire à la République de Weimar, trop moderne,
on voit qu'encore aujourd'hui, on retrouve des composantes de ce constitutionnalisme dans le différents systèmes. Alors, le système allemand sur son côté très, très parlementaire, le système français sur le côté très présidentiel. Mais donc attention à ce qu'on en dit quand on veut en tirer des leçons pour aujourd'hui. Alors maintenant, des choses beaucoup plus nouvelles dont on tire aucune leçon parce qu'elles sont relativement inconnues, c'est que Weimar, c'est effectivement une démocratie présidentielle, une république présidentielle, c'est effectivement une république parlementaire, une délégation de pouvoir représentative, mais c'est aussi une démocratie extrêmement vive, extrêmement bruyante, extrêmement dynamique dans la rue, dans les référendums. Alors, dans la rue, ça on l'oublie, il y a un livre, pas traduit en français, de Marie-Louise Else qui s'appelle la rue sous Weimar, la protestation. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais en fait, vous avez des manifs tout le temps. Des manifs pour la paix, alors le camarade est parti, mais des manifs pour la paix considérables, on oublie tout le temps. On a l'impression que Weimar, c'est les chemises brunes et la revendication de la revanche. Pas du tout. Le principal mouvement d'anciens combattants, c'est un mouvement d'anciens combattants pacifistes qui s'appelle la Reichsbanner, la bannière d'Empire. Vous avez le mouvement qui s'appelle Nie Wiederkrieg, qui est l'équivalent de la Der der Der, qui sont des mouvements massifs. C'est pas là, il n'y a pas du tout de projection contemporaine là-dessus. L'ASA, à l'époque, c'est 50 000 membres en 1925, 1 million en 1930, c'est beaucoup. Mais la Reichsbanner, l'association pacifiste républicaine, c'est 1 million aussi. Donc il y a vraiment, la rue est habitée. Alors là, je vous ai montré, je vous montre le Roter von Kampferbund, c'est le bras armé des anciens combattants communistes, hein, qui quand ils mobilisent ici en 27, il n'y a pas trois Pékins. Hein. On est face à des mouvements de masse. C'est valable pour les mouvements féministes, qui sont très puissants. C'est valable pour les mouvements pour la paix. C'est valable pour tout un tas de choses. Et la rue weimarienne est un espace de conflit symbolique. Un conflit parfois musclé, on en vient aux mains, j'y reviendrai juste après. Mais et ça montre aussi cette démocratie qui ressemble beaucoup plus à celle des États-Unis, de la contre-culture, des mouvements pour les luttes des droits civiques afro-américains, pour la paix. Enfin voilà, Weimar, c'est pas seulement des types en haute forme qui font des discours au Reichstag, c'est une démocratie turbulente qui conquiert la rue et qui conquiert la rue avant la France, j'ai envie de dire. Quand on voit les très bons travaux de Daniel Tartakovsky sur la rue en France, hein, voilà, c'est un changement de paradigme. Au 19e, la rue, c'est les émeutes, c'est la révolution, c'est les révoltes, on le connaît, on le sait, 1848, 1871. Bah, cet investissement de la rue comme espace en allemand on dit démonstration, démonstration, c'est aussi Weimar et ça, c'est important quand on voit aussi, bah, important aussi pour les problèmes, quand le 1er mai 1929, le KPD lance un 1er mai fort et voilà, comme on dirait aujourd'hui, déterminé, et que le préfet de police de Berlin fait tirer dans le tas, c'est ce qu'on appelle le mai sanglant, etc. Donc c'est important de le retenir. Comme disait Léo Ferré, la musique, elle est dans la rue, ta musique, mais sous Weimar, la politique, elle est dans la rue. Alors maintenant, cette question des référendums. C'est pas un accident, ces référendums. Donc, je passe le détail. En fait, vous avez, je vais vous le montrer, vous avez Volksbegehren, référendum d'initiative populaire, qui, dans son fonctionnement, donne droit ensuite à un référendum, alors plébiscite. Je reviens sur ça tout de suite. Comment ça se passe? C'est inscrit dans la Constitution. D'accord? C'est pas un truc qui se rajoute. Vous avez, alors, c'est dès 1919, il y a cette procédure qui est mise en place. Et en fait, le système va légiférer de manière plus précise en 1921, en l'occurrence, la loi sur le référendum d'initiative populaire du 27 juin 1921. Comment ça se passe? Vous avez d'abord comment le peuple peut proposer une loi au Reichstag, il doit l'écrire de manière formelle, et en fait, pour qu'elle soit étudiée au Reichstag, à l'Assemblée nationale, il faut que le mouvement associatif, même un individu seul, hein, obtienne un soutien par pétition de 10% des inscrits. Alors, que ce soit beaucoup, pas beaucoup, vous savez qu'on a ce droit-là aussi aujourd'hui en Europe, 1 million de signatures, 500 000, ça dépend des pays, ça dépend des systèmes. Mais en tout cas, c'est ça. Le Reichstag va ensuite discuter la loi et s'il la refuse, alors s'il l'adopte, la loi est adoptée. S'il la refuse, ce référendum d'initiative populaire devient un Volksentscheid. En allemand, Entscheidung, c'est la décision, donc décision populaire. Et à ce moment-là, pour réussir, le même mouvement doit arriver à ce que 50% des inscrits votent et que sur ces 50%, la moitié disent oui. Alors vous me voyez, c'est un peu compliqué. Donc pour que la loi passe en premier 10%, le Reichstag examine. Si ça passe pas, il faut 50%. Et pour que ça passe, il faut que sur ces 50%, la moitié dise oui. Alors,
Voilà, ça c'est le dispositif. Maintenant, au-delà de la théorie, regardons comment ça a été fait dans la pratique. Il y a eu 3 référendums d'initiative populaire sous Weimar, 2 à gauche, un à l'extrême droite. On les regarde, le RIC dans les actes. Alors vous voyez qu'ici, je regarde vers les Gilets jaunes, hein, avec qui j'ai beaucoup milité, travaillé, avec qui on a aussi dépouillé tous les cahiers de doléances d'Aquitaine, de Gironde, excusez-moi. Donc on a vu hein, cette revendication de la démocratie directe contre les gros, contre l'Assemblée, contre le Sénat. On en pense qu'on veut, mais bon voilà, donc c'était un peu dans cette idée-là de faire une généalogie. Comment ça fonctionne? Alors là, je rentre dans le détail et vous allez voir que c'est une histoire un peu triste, comme c'est souvent sous Weimar, ou un petit peu heureuse, on va voir. Le premier référendum, c'est alors Fürstenenteignung, ça vous fait une belle jambe, c'est-à-dire qu'en 1926, une question non tranchée de la Révolution revient sur le devant de la scène. Cette question, c'est tout simplement qu'en 1918, avant la Révolution, l'Allemagne est un pays impérial, royal, monarchique, et que donc les aristocrates possèdent énormément de terres. Elles leur sont prises par la Révolution, par une loi qui ne touche absolument pas aux droits de propriété, mais qui considère que, avec une réforme agraire dans le radar, il y a nécessité de, quand c'est pour le bien commun de la République, exproprier les princes de leur possession. Il se trouve que c'est pas du côté du peuple, du peuple agraire notamment, qui souvent vote conservateur. C'est pas du côté du peuple agraire qu'on va renégocier ce compromis qui est plutôt favorable aux petits possédants agricoles. C'est du côté des princes. Alors notamment dans certains royaumes saxes, etc. Mais en plus, les Hohenzollern viennent voir les gouvernants et notamment ils aiment bien Hindenburg et notamment ils aiment bien le DNVP en leur disant on aimerait bien récupérer nos terres. Sauf qu'on estime à cette époque-là, si je ne me trompe pas, que ça représente plus de 2,5 milliards de marques. Et donc les partis de gauche vont voir là une opportunité de dire, attendez, on ne touche pas à ça. Et donc ils lancent le premier référendum d'initiative citoyenne sur une thématique très simple, pas un centime aux têtes couronnées. Et d'ailleurs, alors bon, ça va être une de mes conclusions, c'est surtout le Parti communiste qui lance ça. Pourquoi? Pour emmerder le Parti socialiste, pouvoir aller prendre sur leur terrain, reconquérir un peu d'électorat et on va dire, d'ancrage dans le peuple. Et donc, c'est eux qui vont lancer ça. Au départ, le SPD n'est pas du tout partie prenante parce qu'ils veulent participer au gouvernement. Ils ont fait plutôt des bons scores aux élections de 1924, etc. Et puis, ils vont rejoindre le Parti communiste dans cette initiative populaire. Et regardez les chiffres. Et moi, j'avoue, c'est quand même impressionnant. À l'époque, 39 millions de votants. Et ben, cette initiative populaire, elle va avoir les pétitions dans cette première étape du référendum d'initiative citoyenne, 31,77%. Ils obtiennent 12 millions de signatures. Ce qui fait que l'idée de laisser les princes expropriés arrive devant le Reichstag. Vous vous doutez bien que malheureusement, une assemblée représentative tenue par les partis bourgeois va dire non. Donc ça repart en référendum d'initiative citoyenne, en Volksentscheid. Et là, malheureusement, le score est énorme. 39% de participants. C'est-à-dire que là, ça dépasse très largement les partis de gauche. Même les membres du parti catholique, même une partie des libéraux de gauche, du petit peuple des libéraux de gauche, vont voter pour. Et vous voyez que les chiffres sont très très puissants, puisque le oui emporte à une immense majorité des votants, mais ça ne suffit pas. Et ce premier référendum, c'est un succès d'estime énorme. Ça permet à la gauche de se compter et au KPD d'aller mordre un peu sur les croupières du SPD, mais en soi, ça ne fonctionne pas. La deuxième fois, c'est un échec un peu plus manifeste. 1928, le SPD est sorti très très fortement des élections de mai 28 et avec une campagne commune avec les partis communistes qui s'appelle pas de cuirassé, Panzerkreuzer, mais plutôt du pain et du lait pour nos enfants, à une époque où quand même le système scolaire n'est pas en mesure d'assurer une pitance correcte pour les élèves. Et le KPD va lancer un contre-feu un peu plus tard dans l'année 28 en disant on ne veut pas de réarmement, on ne veut pas de Panzerkreuzer, c'est un cuirassé, un gros bateau qui tire dans l'eau. Là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ils obtiennent uniquement, malgré une tentative assez forte, ils obtiennent que 2,94%, aussi parce que les syndicats libres, qui sont cette force très puissante de l'Allemagne de l'époque, rentrent pas dans la danse. Et puis, malheureusement, je vous dis, ça finit mal. Le dernier référendum d'initiative citoyenne, c'est un référendum d'initiative citoyenne de l'extrême droite. Alors là, je le dis en rigolant, mais vous avez le Bolloré de l'époque, mais qui existe, qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui tient tous les médias, qui dit clairement dans la presse qu'il veut un tournant d'extrême droite et qui prend la tête de ce référendum et la tête du parti d'extrême droite de l'époque, le DNVP.
Donc, et il va demander au NSDAP de l'aider, au parti nazi, et ils vont organiser un référendum contre le plan Young, le plan de renégociation des traités du traité de Versailles. Ce plan Young, il suit le plan Dawes et il a pour but le rééchelonnement de la dette allemande qui s'élève à 132 milliards de marques or. Et cette renégociation, elle dit que les Allemands devront payer jusqu'en 1988, ce qui, on peut le dire, n'est pas une très bonne idée du point de vue de la propagande. Et là, vous voyez que ce référendum, il va avec toute la puissance de Hugenberg, qui possède le cinéma, une grande partie de la presse, obtient un tout petit 10,02. Donc il passe par-dessus la barre du RIC. Il est discuté au Reichstag, le Reichstag dit non. Et par contre, en revanche, quand il retourne dans le référendum Volksentscheid, on voit bien que là, la force de mobilisation est bien inférieure par rapport à l'expropriation des princes, et ça ne fonctionne pas, le référendum échoue. Le problème de ce référendum, ce sera l'objet de mon grand 3 aussi, c'est qu'il a complètement décloisonné, il a légitimé le parti nazi en expliquant à des vieux conservateurs que c'était OK de voter pour des jeunes huluberlus qui disent la même chose en plus grave. Alors maintenant, quand on regarde la propagande, bon là vous avez les images, hein. Là on voit la campagne pour l'expropriation des princes, donc je vous le traduis direct, hein, pas un centime pour les princes, ils en ont déjà assez, hein, donc sauver, rettet dem Volk, donc garder 2 milliards pour le peuple, à côté. Alors c'est marrant parce que c'est écrit en allemand traditionnel de l'époque, en Zutterlin, que les Allemands ne savent pas lire aujourd'hui, mais vous donnez, on voit un prolétaire qui tient la main d'une tête couronnée, vous donnez aucun pfennig au prince, et pour ça vous soutenez le Volksbegehren, hein, donc vous écrivez la pétition, et donc on voit que le prolétaire ici, il y a un paquet, hein, d'argent avec marqué Volksvermögen, c'est-à-dire les possessions du peuple, hein, et donc ces terres qu'on ne veut pas rendre. Il y a une contre, évidemment, le référendum d'expropriation des princes, il ne va pas plaire aux conservateurs qui vont investir. Alors là, c'est rigolo, hein. Le DNVP, les conservateurs, les têtes couronnées vont investir dans cette campagne contre le référendum 2,5 fois ce qu'ils sont investis dans la campagne de 1924. On sent que là, ça grelotte dans les chaumières. Ce référendum est un vol, restez à la maison, et on voit la main communiste qui s'apprête à prendre l'argent des riches. Et là, la deuxième révolution est en marche. Est-ce que tu veux l'empêcher? Tu restes chez toi le 20 juin, où on voit là des communistes qu'on reconnaît à leur casquette et comment dire, avec le fusil prêt à taper sur le peuple allemand et évidemment le Moscou derrière qui menace. Donc on voit qu'on a une propagande très très forte, hein. C'est des agitations sur ces référendums qui ont été puissantes. Et puis là, on a ici le deuxième donc, référendum sur la non-construction de ce Panzerkreuzer, de ce cuirassé. Et derrière, il y a marqué, c'est les communistes qui veulent se moquer des socialistes et qui écrivent sur le panneau, c'est comme ça que le SPD voit les repas pour les enfants. Donc voilà. Alors, une petite anecdote qui est très triste, hein. Le SPD finit à participer, en fait, comme je l'ai dit, avec les communistes avant, en mai 28, à une campagne pour dire on veut plutôt du lait pour nos enfants, on veut pas du Panzerkreuzer. Et en fait, quand il faut voter la loi de construction du cuirassé, le SPD allemand, tel qu'il a été merveilleux et tel qu'il sait le faire, nous livre une gabegie absolue, c'est-à-dire que les ministres soutiennent la loi, et en tant que députés, parce qu'ils peuvent être les deux à l'époque, ils votent contre leur décision de ministre en tant que membre du SPD. Donc ça a un impact dévastateur sur la crédibilité du SPD, qui ensuite fait un score bien, bien moins bon en 1930. Là, voilà, Weimar dans toute sa puissance, il y a aussi des positionnements où certains avaient du mal à être en même temps au four et au moulin. On voit ici les communistes qui utilisent la plume, hein, de John Airfield et sa capacité à faire des montages, des photomontages. Hurrah, le cuirassé est là, hein, 1928, où on voit ici cette mise en page très, très fonctionnelle, hein, toujours pour rappel excusez-moi, à la souscription populaire, hein. Ce cuirassé, il est plus lourd que 9 millions de voix. Et puis, on a ici l'agitation, pour le coup, pour le dernier référendum, où là, c'est contre le plan Young. Et on voit ici, hein, l'imaginaire mortifère de l'extrême droite. Pour Noël, vous avez un cadeau, c'est 114 milliards Alors, toute la logique du NSDAP et des autres, c'est de montrer que Versailles, c'est l'esclavage, c'est un sclaven, etc. Et donc, la loi pour le référendum s'appelle loi pour la liberté, contre l'esclavage. Il y a quatre articles dans cette loi.
la non-reconnaissance du traité de Versailles, sortir des traités nationaux, et la loi, l'article 4 est incroyable, c'est la demande que tout homme politique qui ne reconnaîtrait pas les premiers articles de cet référendum soit jugé et mis en prison. Donc c'est quelque chose de très radical, et on le voit sur cette image, hein, jusqu'à la troisième génération, tu seras esclave, avec cette figure diabolique, et évidemment qui fait référence à l'antisémitisme, hein, qui fouette les bons Allemands qui sont en train de tourner dans leur pressoir, d'une certaine manière. Alors voilà pour les éléments. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, on voit qu'il y a une ambiguïté, hein. Si je résume sur le RIC à la weimarienne, ce moment de l'expropriation des princes qui, à ma connaissance, est un moment de démocratie directe inégalé, hein. Un pays qui se mobilise à des millions pour faire des pétitions, etc., je ne connais pas. Il ne faut pas non plus en faire une divinisation. C'est aussi le KPD qui essaye de mordre sur les terres du SPD, mais les syndicats libres en chaîne. On voit que ça ne marche pas du tout en 28 avec le cuirassé, et puis on voit que c'est récupéré par l'extrême droite qui utilise, et d'ailleurs c'est dit, hein, par le chef qui gère un peu le côté administratif de ce référendum, nous sommes là pour utiliser les armes de la démocratie à sa propre annihilation. Donc il n'y a pas de doute, hein. Alors maintenant, est-ce que c'est tout ça qui a permis, avec ce que j'ai dit dans le grand 1, est-ce que c'est tout ça qui a permis aux nazis de prendre le pouvoir? Je vais finir en moins de 10 minutes. Et là, je suis là, comme on dit dans les médias, pour débunker les bêtises qu'on lit partout. Non, je suis un décodeur du monde. Voilà. Alors d'abord, non, la victoire nazie n'est pas une victoire légale. Oui, je vais vous le montrer, oui, si on regarde cette courbe, à un moment donné, les nazis, et ça, bon, je me lève parce que c'est tant pis pour l'enregistrement, mais c'est assez simple. Bon, cette courbe, elle est assez mauvaise puisqu'elle amalgame des élections législatives, hein, nationales, avec des élections de Länder, etc. Donc, c'est mélanger des carottes et des patates, ça fait. Mais elle a le mérite de voir que jusqu'ici, jusqu'en 1928, les nazis sont une force totalement minoritaire. Pour faire venir mes étudiants, je leur dis c'est comme si Dupont-Aignan prenait le pouvoir dans 2 ans, ou le NPA, mais bon, voilà, j'arrête mes blagues. Et effectivement, on a cette vision monolithique où tout d'un coup, si on prend les élections de 1930, puis évidemment celle de 1932, la crise de 29 est passée, et si on regarde ça avec une lecture purement économiste, ben ça y est, c'est la crise, donc le nazisme. Le maximum atteint à une élection nationale, c'est en juillet 32, c'est 37,3. Donc effectivement, ce n'est pas une victoire légale, je vais vous montrer pourquoi. Il y a un socle légal à cette victoire, c'est très différent. Mais le SPD avait fait 37,9% en 1919. Donc ça ne suffit pas. Ça existe, et il y a plein de raisons à ces victoires électorales, mais ça ne suffit pas parce qu'on ampute l'arrivée d'Hitler au pouvoir de 2 explications conjointes. Il y a 3 raisons à cette victoire nazie. Les urnes, et ça, on ne peut pas ne pas le voir, mais aussi la violence dans la rue, et ça on l'oublie souvent, hein, la violence de l'occupation symbolique, de la répression physique de tous les opposants politiques. Les élections législatives prussiennes et présidentielles de 1932, c'est 400 morts entre communistes et nazis. Donc attention, hein. Et ça, c'est pas simplement important pour l'intimidation que c'est en face pour les opposants politiques, c'est que là, on le voit à Spandau, dans la grande ville de Berlin, banlieue ouest, mais dans les petits villages, quand il n'existe que le DNVP, parti extrême droite, et le SPD, et que les nazis arrivent en intimidant tout le monde, en se mettant sur les places publiques, etc., c'est avec eux ou avec nous. Et donc, très souvent, si c'est pas être avec les rouges, cette violence-là, cette intimidation, cette conquête de l'espace public, elle produit des effets de simplification de la lecture politique, où en fait, c'est avec les rouges ou avec nous. Et le problème, c'est que vous allez voir, ça va plutôt fonctionner, d'autant que la violence est massive. Et là, on retrouve des photos qui nous montrent quelque chose, encore une fois, de différent. C'est-à-dire que quand ça se bat fort. Alors, je me relève, excusez-moi, j'ai côté de prof, mais c'est important, la place de la police. Et ça, c'est que vous ne trouvez dans aucun bouquin, la police est pro-nazie. Point barre. Et là, on voit quoi? Choupo, la BAC, qui évidemment emmerde un socialiste avec les nazis qui sont protégés. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Parfois, les nazis font mine d'aller emmerder du policier ou se font coffrer par des policiers. Mais la réalité, c'est que dans la police,
il y a aussi, et c'est ça qui me fait le plus peur dans les comparaisons qu'on peut faire aujourd'hui, il y a quand même une capillarité avec les forces d'extrême droite qui est forte, et dans la justice, n'en parlons pas, les communistes sont arrêtés pour un quignon de pain, les nazis sont libérés pour une tentative de coup d'État, Hitler a fait 10 mois de prison pour son putsch de la brasserie. Donc tout ça, en fait, et au moment des Gilets jaunes, je trouve que c'était assez prégnant. C'est-à-dire, cette violence dans la rue, elle effraie aussi le bon bourgeois, hein, qui n'est pas habitué aux formes de militantisme violent et qui donc, ben, cette clarification dans les petits villages avec les rouges ou avec nous, elle se fait aussi un peu à l'échelle nationale. Et Hitler l'a très bien compris. Faire peur, c'est simplifier le jeu politique en disant vous êtes avec eux, vous êtes avec nous. C'est toutes les grandes capitales d'Allemagne. Oui, toutes les oui, grandes oui. villes. Ça c'est valable un peu partout, et particulièrement ce qu'on oublie souvent dans la carte, c'est-à-dire à l'Est. C'est-à-dire la partie allemande qui est séparée par le corridor de Danzig, où là, les nazis engrangent leurs premiers résultats les plus puissants, parce qu'il y a ce complexe d'Isola. D'accord. Premier ingrédient de la victoire nazie, les urnes. Deuxième ingrédient, la rue. Troisième ingrédient, mais que vous connaissez, je pense, un peu mieux que les deux autres, la compromission des élites qui, alors attention aux bêtises, n'ont pas financé énormément le parti, n'ont pas été compromis avec le parti. Hindenburg déteste Hitler parce qu'il le trouve trop prolo, parce qu'ils ont 40 ans d'écart, parce que tout simplement il a été général d'armée alors que Hitler il était première classe. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec lui idéologiquement. Ça veut dire que les bons tenants de l'aristocratie, de la bureaucratie, de l'armée, ils n'aiment pas les nazis parce qu'en gros, ils veulent leur piquer leur place. Ils ont l'impression que les nazis veulent leur piquer leur place. En revanche, une fois qu'ils ont au pouvoir, tout va bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris que les nazis vont pas faire de révolution, qu'ils vont pas mettre le pays à feu et à sang, les élites économiques, qui avaient fait quand même une lettre en décembre 1932 pour appeler Hindenburg à nommer Hitler à la chancellerie, les élites politiques, l'armée, Hindenburg lui-même, qui avait refusé le pouvoir à Hitler en août 1932, lui donne et est très content. Donc la victoire nazie, et là vous pouvez lire le réel d'aujourd'hui avec ces armes-là si vous en avez envie, elle tient à trois choses. Un socle électoral certain, on ne peut pas ne pas le nier, on peut pas ne pas le voir hein, quand même. La violence dans la rue, qui à mon avis aujourd'hui est quand même s'il y a beaucoup de choses qui se passent, relativement absente, et la compromission des élites. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué quand on regarde avec aujourd'hui. Dernière chose, j'avance un petit peu quand même, vous lisez sûrement, et c'est un argument politique actuel extrêmement fatigant quand on connaît la réalité, le fameux mythe des rouges-bruns, c'est-à-dire tous les nazis sont des anciens communistes repentis, des socialistes qui auraient viré leur casaque. Ça, désolé, enfin non, je suis content de vous le dire, c'est absolument faux. C'est-à-dire que, évidemment, quand un parti fait 37,3% et obtient 13 millions de voix, oui, il y a des anciens votants du social-démocrate ou communiste qui ont voté. Mais regardez ce schéma qui, pour moi, est extrêmement clair. Décidément, j'ai la bougeotte. Vous avez ici toutes les élections weimariennes. Celle-là ne m'intéresse pas, l'incendie du Reichstag a déjà eu lieu, c'est terminé. Mais si on prend l'élection de 1932 où les nazis font leur maximum, prenez les partis de gauche, mettons ici, communistes, socialistes, et puis le parti catholique. Si, je fais vraiment des chiffres de base, je veux dire, on ne peut pas ne pas les voir. Hein. Je fais ça, je transpose en 1932, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Le camp socialiste, le camp communiste, le camp catholique, ils n'ont pas bougé. En revanche, l'extrême droite conservatrice, les libéraux de droite, Stresemann, les libéraux de droite, Stresemann, le parti de l'économie, les libéraux de gauche, alors qu'ils se sont écroulés très très rapidement, hein, donc ils sont quasiment tout ce petit monde-là, et notamment le parti conservateur anti-monarchiste de BNVP, c'est complètement au profit du NSDAP. C'est-à-dire que le fond électoral, je vais revenir sur la sociologie tout à l'heure, mais le fond électoral politique des gens qui votaient avant pour quelque chose, c'est la droite. Donc, bon là, entre nous, je le dis, je suis loin de l'enregistrement. Wauquiez qui court après Le Pen, voilà ce que ça donne. Si on veut vraiment faire une comparaison pied à pied, c'est celle-là. C'est pas le transfert de je sais pas qui vers l'extrême droite. Alors, du coup, on en arrive à la question de cet électorat. Là, en dehors de pourquoi il votait, j'arrive fini. Cet électorat, vous lisez partout. Moi, quand je fais beaucoup de conférences publiques pour les profs du secondaire, quand je leur demande, c'est des profs du secondaire, ils sont formés, soit ils me répondent, quand je leur demande qui a voté pour les nazis, ils me répondent tous, c'est les banquiers qui les ont mis à la tête. Je fais, bah, ça fait pas 13 millions de voix. Des banquiers, ils sont 4. Non, je rigole, mais à l'époque, ça marche pas. Et même s'ils ont une force de puissance, je viens de vous le dire, ils n'ont pas financé énormément avant. Ils se sont ralliés après de très bon cœur. Mais on ne peut pas expliquer ça comme un coup de baguette magique de la finance internationale ou allemande. Ça marche pas. Ou souvent, ils me disent, c'est les ouvriers et les chômeurs. Dans les deux cas, c'est faux. Et le problème, c'est que sur 37,3% des gens, on est sur des surreprésentations, sous-représentations. Oui,
des ouvriers ont voté pour les nazis. Oui, des chômeurs ont voté pour les nazis. Mais si on regarde vraiment cet électorat, il est complexe, mais en gros, c'est un électorat, je le dis pour être très clair, à 100% protestant. Pourquoi les catholiques sont pas spécialement sympas? Ils sont eux aussi dans une radicalisation vers la droite à l'époque, simplement ils ont un parti catholique. Donc l'électorat nazi, c'est un électorat protestant. Ensuite, c'est un électorat où le monde ouvrier est sous-représenté à plus de 15 à 20%. Donc c'est un électorat petit bourgeois, bourgeois, classe moyenne. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un long débat. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, des ouvriers ont voté pour les nazis, on trouve 10-15%, mais ils sont sous-représentés de 10 à 15% par rapport à la population générale. Donc on ne peut pas dire que c'est les ouvriers qui ont fait Hitler. Les chômeurs, absolument faux. Les chômeurs votaient pour le Parti communiste, même pas pour le SPD, ils votaient pour le Parti communiste. Là où il faut rentrer dans le détail, c'est que c'est les chômeurs du monde ouvrier. Oui, il y a une légère surreprésentation des chômeurs du monde des employés, des cols blancs, dans le vote nazi. Mais en chiffre absolu, le chômage ne fait pas les nazis. La peur du chômage fait les nazis. La peur de la prolétarisation fait les nazis. Alors ça, vous connaissez peut-être, panique petite bourgeoise, c'est validé. Les femmes, aucune surreprésentation, il y a une légère sous-représentation des femmes dans le vote nazi. C'est quand même une vraie question pour un parti misogyne qui a fait, une des premières actions, ça a été de remettre les femmes à la maison par rapport à la fonction publique. Et donc on est face à c'est pas un monde urbain non plus, et c'est pas un vote jeune. Il y a même une surreprésentation plutôt des personnes un peu plus âgées, en sachant que comme le parti nazi pour le coup était très jeune et l'ASA encore plus, on est face à une sorte de passage de relais où l'ancien monde impérial donne son blanc-seing aux militants, je ne parle pas des votants, aux militants pour tenir l'avenir de l'Allemagne. Alors je vais vite là-dessus parce que c'est très difficile à lire, mais si on regarde ça pour être vraiment sérieux dans les chiffres, ici vous avez les élections dont je vous ai parlé, 30, 32, 32, 33. Alors les chiffres sont un peu différents parce que c'est en pourcentage des votants, c'est pas en exprimé. Et si on prend un milieu, mettons, urbain, protestant, attendez, je me trompe là, rural, protestant avec très peu d'ouvriers, ici, proportion d'ouvriers très basse, bah, vous voyez quoi? Vous voyez une surreprésentation énorme du vote nazi. On passe de 30 à 45. Par contre, si vous prenez un milieu urbain catholique avec beaucoup d'ouvriers, voilà, vous voyez que vous êtes à une sous-représentation de 13%, 15%. Donc voilà un peu l'équilibre. Si on veut essayer d'analyser, bah, le vote nazi, c'est ce monde nationaliste, ce bloc de droite effrayé, etc., qui tout d'un coup se réfugie dans les promesses d'un parti radical en se pinçant bien le nez, sans avoir trop à se le pincer, sur les formes de violence mises en place par ce parti, pour évidemment éviter les rouges. Et là, c'est vrai que bah, dans les conditions actuelles, alors moi, je ne suis pas là pour tirer des conséquences militantes. Il y a certaines prises de position j'ai des amis, des camarades que je trouve parfois un peu rapides. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation pré-fasciste, etc. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit, pour ce qui est sûr et dans le passé, qu'on a un certain nombre de données qui nous éclairent sur aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci Nicolas. Bravo. Vincent, tu te rapproches, puisque c'est toi qui. Tu peux remettre l'écran, Oui. le tableau rouge, là, avec les tableaux en couleur, là. Ouais, C'était très, très révélateur. Ah oui. Donc, oui, je me rapproche peut-être dans tous les sens du terme. Évidemment, pour ma part, et je suis sûr que cette part est partagée, comme elle le dit elle-même. Je me félicite de cette intervention et j'y ai trouvé un grand intérêt. Bien évidemment, quand on réfléchit au monde dans lequel nous vivons et que on pense à cette période, d'une part, on la connaît très peu, d'où l'intérêt évidemment de l'intervention, et d'autre part, on est tenté à la fois d'y lire ce qui nous arrive et en même temps d'éviter un rapprochement trop rapide. Donc, d'une certaine manière, évidemment, nous avons eu cet après-midi une grande caisse de grains à moudre hein, pour réfléchir de façon un tout petit peu plus fine à cette situation. Et je dois dire pour ma part que la dernière fois que tu étais intervenu en même temps que Jean-Humain Ducange quand il est passé, bon, je m'étais dit que quand même, je ne connaissais pas grand-chose de la période de la République de Weimar, sinon à travers des idées toutes faites. La première chose que je voudrais dire, c'est que, à mon avis,
si dans le monde qui nous est politiquement proche, on ignore Weimar, c'est sans doute à cause de la manière dont elle a été annoncée par le massacre de Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Et en général, on en est resté là parce que ça nous a quelque peu accablés. Donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est que, évidemment, l'expérience de la vie démocratique telle qu'elle se développe et que je découvre, que je pense nous découvrons, me semble tout à fait intéressant. Et même chose, évidemment, y voir, comment dirais-je, la raison mécanique de l'arrivée au pouvoir d'Hitler serait d'une bêtise totale, à mon avis, compte tenu du fait qu'il y a 50, 100 raisons de tout cela. Mais à propos d'Hitler, de son parti et du débat qui a lieu actuellement entre extrême droite extrêmement violente et dédiabolisation à marche forcée, si je puis dire, la plus discrète possible et la plus visible possible, je me demandais s'il n'y avait quand même pas un point commun important. Je pensais là à un texte de Klaus Mann de 1932 ou 1933, je crois, un texte qui est paru dans un journal et qui prend l'exemple chez les nazis de leur position sur les cigarettes, c'est à mon avis de manière assez fine, sur les cigarettes avant qu'ils prennent le pouvoir et de leur position sur les cigarettes directement liées évidemment aux industries cigarettières une fois qu'ils ont le pouvoir. Et à partir de là, bon, c'est évidemment un élément parmi d'autres, mais Klaus Mann, j'espère que je ne me trompe pas sur le prénom, il y a tellement de Mann, Il y en a pas. Heinrich Mann, oui, Heinrich Mann, Bolo. Thomas, bon, enfin bref, je crois que c'est Klaus. Il évoquait ces deux positions diamétralement opposées sur les cigarettes en expliquant que la, la motivation la plus grande des nazis, c'est une motivation commune à tous ceux qui sont dans un parti politique, mais là multipliée à la vitesse grand V, et qui consiste à tout faire pour obtenir le pouvoir et à partir de là, appliquer la politique qu'on veut appliquer. Merci. Ouais, juste sur la notion de dédiabolisation, en fait, il faut bien comprendre, ça, souvent, si on regarde le programme, les nazis avaient un programme de 1920 qu'ils n'ont jamais suivi, mais si on regarde la vision du monde des nazis avant 1930, c'est extrêmement brutal, c'est extrêmement antisémite, et donc on aboutit toujours à ce syllogisme que les gens ont raison de faire, mais ont du mal à comprendre. Les nazis étaient extrêmement antisémites, les Allemands ont voté pour les nazis, donc les Allemands sont extrêmement antisémites. Ça va pas, c'est qu'en fait, à partir de la victoire un peu qui a surpris tout le monde, y compris les nazis eux-mêmes du 14 septembre 1930, où ils passent de 2,6% à 18,3%. Et évidemment, ils vont mettre un certain nombre de thématiques en sourdine. C'est-à-dire que Hitler, dans les cercles des militants les plus anciens, va continuer à dire que c'est la faute des Juifs, etc. Mais une fois qu'il est dans une grande conférence publique, il dit nous allons faire la communauté du peuple. Et alors, bon, là, il y avait un ouvrage qui a été fait sur Marine Le Pen. Encore une fois, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, à mon avis, pas grand-chose, mais malgré tout, où elle montrait, c'était deux chercheuses en linguistique, que il y a l'utilisation de termes polysémiques qui permettent de voyager du monde des militants les plus durs au monde des gens qui ne vont pas être capables de décoder ça. Alors pour Marine Le Pen, c'est la lutte contre le mondialisme ou le système. À la télé, quand elle dit système, ça pose pas de problème. Personne ne sait ce que c'est. Les militants, ils savent très bien. Le mondialisme, etc. Chez les nazis, c'est exactement pareil. Ils disent communauté du peuple, Volksgemeinschaft, ce que tous les partis politiques disent aussi sous Weimar, unité nationale, ça va bien se passer. Sauf que les militants savent très bien que ça veut dire on fout les juifs dehors. Et donc, il y a aussi cette dédiabolisation. Sinon, ils n'auraient jamais réussi à faire autant qu'ils ont fait aux élections. Ça n'aurait pas suffi. Ensuite, dans les analyses, il y a aussi cette idée de bloc bourgeois qui est assez intéressante, dans les milieux militants actuels, qui est assez forte, de l'idée que bah, tout sauf la gauche. Et donc, constitution d'un bloc bourgeois,
en dehors des différences de religion, de statut, de politique, quoi. Bon, c'est, enfin, merci pour les remarques. Et effectivement, il y a ce changement de 1930 et puis il y a évidemment énormément de changements une fois au pouvoir. C'est-à-dire la grande promesse, là vous avez raison de le dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le pouvoir, mais les nazis sont des mafieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne conçoivent pas le pouvoir comme quelque chose où il y a une position. Ils sont des gens c'est le régime le plus corrompu de l'époque. Et donc par exemple, la SA, les sections d'assaut de Ernst Röhm, Hitler leur dit pas vous allez avoir le pouvoir. Il leur dit vous serez la nouvelle armée, mais vous serez payé comme tel. Vous aurez les uniformes. Et quand ça marche pas, parce que la Reichswehr dit attendez, de quoi vous parlez? Hitler, il arrive quand même à la tête d'un appareil d'État où ça frotte. Ça frotte pas partout, ça frotte même pas beaucoup, en fait, on peut se le dire. Par contre, ça frotte pour des mauvaises raisons, des raisons de pouvoir, dans l'armée qui dit mais attends, on veut pas de vos gogoles qui n'ont jamais fait le service militaire, là. Et là, effectivement, ça donne la nuit des longs couteaux, où Hitler est obligé de dire bon, bah, je vais leur couper la tête pour faire plaisir à la Reichswehr. Visconti. Voilà. Et donc ça, c'est bon, c'est intéressant parce que c'est une pensée de la quasi féodale. Il y a un bouquin qui est sorti sur, voilà, en fait, c'est de la corruption. On leur dit, on va vous filer un boulot. Et donc ça achète, en fait, des fidélités, bon, qui sont simplement on est à cette époque-là au moment des partis de masse. Donc c'est pareil dans d'autres régimes. Mais les partis de masse, ça permet que